Bonjour à tous. En cette période des fêtes, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Le but de cette chaîne est de montrer que l'archéologie est une discipline remplie de nombreux clichés et qu'elle reste passionnante même si on regarde au-delà de ses idées reçues. Et pourtant, tout cela ne vient pas de nulle part. Cette part d'imaginaire qui entoure certaines sciences, c'est parfois une sorte d'héritage. Aujourd'hui, je propose de rapidement nous plonger dans l'histoire d'un homme qui est à l'origine de beaucoup d'images fantasmées de l'archéologue explorateur. On se dirige vers la jungle amazonienne pour parler du très célèbre colonel Fawcett. Je suis très loin d'être le premier à en parler sur internet, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé de son histoire qui est particulièrement intéressante et complexe. Voyons donc comment cet homme est devenu célèbre. Percy Harrison Fawcett, né en Angleterre en août 1867, sera rapidement envoyé dans une école militaire. Plus tard, il rencontrera sa femme à la sortie de cette école, qui va l'initier à l'occultisme, quelque chose de très en vogue pendant ces années-là. En 1906, il sera envoyé pour la toute première fois dans la jungle amazonienne, avec pour mission de tracer les frontières de la Bolivie. Cette tâche absolument titanesque lui prendra 8 années. Au cours de ces années, il se passionne pour l'univers de la jungle et des Amérindiens. Il va jusqu'à organiser 5 expéditions qui vont nourrir cette passion. Cette dernière, mélangée à ses connaissances sur l'occultisme et à la découverte de poteries étranges dans la jungle, va le pousser à penser qu'il existe quelque part une cité témoin d'une grande civilisation oubliée. Il faut savoir que contrairement à la plupart des penseurs de l'époque, qui qualifiaient les peuples d'Amazonie de sauvages, Fawcett était plus mesuré et pensait qu'il fallait les traiter avec plus de respect. Ce comportement l'aurait d'ailleurs aidé au cours de ses rencontres avec certaines tribus, qui du coup discutaient plus facilement avec lui. En 1914, avec le début de la Première Guerre mondiale, il est rappelé en Europe. C'est durant ce conflit qu'il va gagner le titre de colonel, qui semble aujourd'hui indissociable de son nom. Après la guerre, il va retourner s'installer au Brésil afin de pouvoir y continuer ses recherches. C'est au cours de recherches dans les archives brésiliennes qu'il va découvrir le document 512. Ce dernier racontait, semble-t-il, l'histoire d'une expédition faite en 1743 et qui était partie à la recherche d'une mine mythique. Cette expédition n'aurait pas trouvé la mine en question, mais une ville abandonnée aux grands bâtiments de pierre titanesques. Une partie du document est connue, et je vais vous lire la partie qui décrit cette cité. On y pénètre par 3 arches gigantesques, placées de front. Celle du milieu, plus élevée que les 2 autres, porte de grands caractères, trop hauts cependant pour que nous ayons pu les copier. Ces 3 arches commandent l'entrée d'une large rue, bordée de chaque côté par des maisons à 2 étages, dont la façade de pierre finement sculptée est devenue avec le temps presque noire. Sur le portique de la maison principale de la rue se trouve une pierre sculptée en relief, représentant un adolescent nu jusqu'à la ceinture, couronné de lauriers et portant un baudrier et un bouclier. En dessous sont gravés des caractères à demi effacés. Nous pénétrâmes dans quelques-unes de ces maisons, et dans aucune nous ne pûmes découvrir le moindre vestige de meubles ou d'objets qui eussent pu nous apprendre quelque chose sur les habitants. Les appartements étaient sombres, et le jour ne pouvait guère y pénétrer. Partout, le son de nos voix se répercutait avec un bruit terrifiant. Nous suivîmes la longue rue, et nous nous trouvâmes tout à coup dans un square immense, au centre duquel se dressait une énorme colonne de pierre noire, avec au sommet la statue d'un homme debout, la main gauche sur la hanche, le bras droit étendu, et l'index pointé dans la direction du nord. Aux 4 coins de ce square, il y avait un obélisque, analogue à ceux des Romains, mais ils étaient en assez mauvais état et on aurait dit qu'ils avaient été frappés par la foudre. Sur la droite, on voyait un palais magnifique avec un superbe hall d'entrée. C'était là sans doute la demeure de quelques puissants seigneurs. Sur la gauche était un grand édifice en ruine, que nous prîmes pour un temple, en juger par son frontispice merveilleux et ses nefs de pierre solide. Il couvrait un vaste espace, et l'on discernait encore, sur ses murs à demi écroulés, des sculptures délicates de personnages, d'emblèmes de toutes sortes, des croix, de couronnes, et quantité d'autres figures qu'il serait trop long de décrire. À partir de ce point du texte, le document devient trop endommagé, mais on comprend encore globalement que la ville semble avoir été victime d'un très puissant tremblement de terre. D'autres mésaventures de l'expédition sont décrites, mais il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, parce que sur internet on trouve énormément de traductions frauduleuses. J'ai utilisé ici les vieilles coupures de presse françaises qui traduisent ce document. Autrement dit, là encore, il faut prendre un petit peu de recul. Cette description était sans doute celle d'une des nombreuses cités précolombiennes qui se trouvent sur le continent. Néanmoins, surtout à l'époque, il y a de quoi être intrigué. Surtout si l'on recherche déjà une cité perdue et que la description du document se termine sur, je cite,
nous restâmes longtemps intrigués devant ses ruines architecturales et nous nous représentions avec angoisse sa grandeur et son opulence au jour de sa prospérité. Admettez qu'il y a de quoi un petit peu exciter l'imagination. En 1925, Fawcett repart donc en expédition avec son fils Jack pour trouver la fameuse cité qu'il nomme The Lost City of Z. Il pense d'ailleurs que cette cité est liée à la très célèbre Atlantide. Si cela peut faire sourire, il n'est pas le seul à le penser à l'époque, comme le prouve cet article publié dans le journal La Science et la Vie en 1925, et qui explique que l'Atlantide a certainement existé à l'époque où le Brésil n'était encore qu'une île, et qu'il est tout à fait possible que la civilisation soit née au Brésil avant de se répandre, notamment par l'Atlantide, puis en Europe. Bref, cette expédition semblait vraiment réveiller tous les fantasmes. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. La première partie de cette expédition est assez bien connue, à travers divers articles écrits par Fawcett en personne et qui étaient envoyés en Europe. En France, ils furent publiés dans le journal du Petit Parisien, à partir du 26 décembre 1925, et c'est là-dessus que je vais me baser. Dans ses premières communications, lorsqu'il quitte la ville de Cuiabá, il explique déjà qu'il est très difficile de transmettre ses articles, et que lorsqu'ils seront lus, il sera déjà perdu au cœur de la jungle. Il y explique par quels moyens il compte se faire accepter par les tribus d'Indiens. Il souhaite utiliser notamment leur superstition, en se servant de lumière électrique qui a tendance à les impressionner et qui lui permet souvent de passer pour une divinité. Il fait aussi mention de la sécheresse qui a grandement modifié le paysage, et des animaux qui l'accompagnent. Il a en effet avec lui 4 chevaux, 10 mules, qui lui poseront problème par la suite, et 3 chiens. Il décrit également les attaques d'insectes qui provoquent d'affreuses démangeaisons, les animaux qu'il perd dans les précipices, et enfin, il finit par atteindre le fort Bakeri, un village frontière d'une 60aine d'habitants dont le but était à la base de chercher des mines d'or. Dans un deuxième article, il décrit des Indiens se défendant à coups de bâton qui auraient été capables de briser une jambe d'un ennemi à 100 mètres de distance. Il évoque comment le gouvernement brésilien peine à entrer en contact avec ces tribus et qu'elles restent finalement très mal connues. Le colonel eut l'occasion de parler à des représentants de plusieurs tribus d'Indiens qui lui parlèrent de tribus cannibales cachées dans la jungle. Dans un troisième article, il décrit le cauchemar que lui font vivre les insectes, à lui et à son expédition. Il parle surtout d'une mouche minuscule attaquant en essaim et dont la piqûre est très douloureuse. Mais il évoque également des guêpes, des abeilles et des punaises. Il décrit aussi le comportement de ces mules, qui semblent aimer s'attaquer volontairement à des nids de guêpes, et évoque même le cas de Gertrude, la plus têtue des mules, qui s'est assise sur un nid de guêpe sans vouloir se relever malgré les nombreuses piqûres. Le colonel Fawcett étudie également pendant l'expédition les serpents, et explique qu'il a constaté que 70% des morsures de serpents, si elles sont espacées dans le temps, guérissent, et qu'il faut uniquement s'inquiéter si la blessure devient bleue et ne saigne pas. De plus, l'expédition évoque de très nombreux sérums qu'ils ont emmenés. Ils sont réellement bien préparés. Seulement, après cette dernière lettre, plus aucune nouvelle. Le colonel, avant son départ, avait dit que s'il ne donnait pas de nouvelles avant le 30 mai 1927, c'est alors qu'il aurait échoué. Cette date finit par arriver sans qu'on n'ait plus aucune nouvelle de lui, et donc, la Société royale de géographie de Londres, dont il faisait partie, annonce qu'il a échoué et qu'il a disparu. Nous n'aurons plus jamais de nouvelles de lui, de son fils et du reste de son expédition, très probablement victime d'une tribu que les lampes électriques n'aura pas impressionné. Mais l'histoire est très loin de se terminer là, car on va tous se mettre à le chercher. Sa femme elle-même ne croit pas à sa mort et prétend recevoir des messages télépathiques de son mari qui iraient parfaitement bien. En septembre 1927, un ingénieur de Lima prétend l'avoir rencontré, mais il ne peut apporter aucune preuve. En 1928, l'explorateur britannique George Dyott va lancer une expédition pour retrouver le colonel Fawcett. Il va suivre le même chemin que lui en espérant le retrouver. Cependant, le 20 août, il envoie un message disant que Fawcett a été tué par des Indiens et qu'il leur avait été impossible d'approcher le reste à cause de la tribu qui était hostile. Eux-mêmes semblaient mal en point, avec plusieurs membres de l'expédition malades. L'expédition de Dyott parviendra à rentrer et admettra qu'il n'a aucune preuve que l'expédition du colonel n'a été réellement massacrée, mais qu'il avait dû faire demi-tour car lui-même avait risqué sa vie à plusieurs reprises à cause de tribus particulièrement hostiles. En 1927, le capitaine Alfred Morid, lui aussi, part à la recherche de l'expédition perdue. Il tomba sur un bandit brésilien qui avait visiblement des objets ayant appartenu au colonel. Peut-être que ce bandit était à l'origine de sa mort et de sa disparition. En 1930, il décide de repartir à sa recherche. Je n'ai trouvé aucune information sur ce qui est arrivé ensuite à lui et à son expédition, mais en tout cas, il semblerait qu'il n'ait absolument pas trouvé le colonel. Un nouveau rebondissement a lieu lorsqu'en 1932, un certain monsieur Lamarche affirme que le colonel est encore vivant et retenu en otage par des Indiens qui pensent que les hommes blancs leur portent chance.
Certains journaux, quant à eux, affirment que Fawcett était en réalité parti à la recherche d'une mine d'or mythique, et pas du tout d'une cité pour une quelconque connaissance archéologique. Bref, l'affaire conserve son mystère. Plusieurs autres expéditions vont repartir et échouer. On prétendra également, par exemple, que Fawcett s'est marié à la fille d'un chef indien. Bref, toutes les spéculations semblent permises à cette époque. Au cours des années 40, il sera plusieurs fois annoncé qu'il dirige en réalité dans le plus grand secret une tribu quelque part dans la jungle. Vers 1950, un chef indien de la tribu Kalapalo avoue à Villaboas, un spécialiste des indigènes qui avait lui-même recherché Fawcett quelques années plus tôt sans grand succès, que c'était lui qui les avait tués. Selon certaines sources, ça aurait été à cause d'un manque de respect que le colonel aurait eu à son égard. Et selon d'autres sources, ça aurait été parce que ces individus étaient mourants, malades, et que les achever était la meilleure chose que l'on puisse faire pour eux. En guise de preuve, le chef indien donnera des os humains en expliquant que c'était bien ceux de l'homme qui étaient recherchés depuis tout ce temps. Cependant, les analyses qui seront effectuées plus tard prouveront que ce n'étaient pas du tout ceux du colonel Fawcett. Depuis, nous ne savons absolument pas ce qui est advenu de cet homme, dont on ne retrouvera sans doute jamais la trace. En 2003, dans la région que le colonel Fawcett fouillait, fut découvert le complexe de Kuinkugu, un immense ensemble de villes qui aurait pu accueillir 50 000 personnes. Ces villes abandonnées furent sans doute les victimes des tout premières maladies apportées par l'arrivée des premiers Européens sur le continent américain. Certains affirment que c'est cette ville que cherchait le colonel Fawcett, mais cela, c'est complètement impossible à dire. Cette extraordinaire histoire a eu beaucoup de répercussions sur notre imaginaire. Elle a inspiré un très grand nombre d'auteurs. Sir Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes par exemple, écrira Le Monde perdu, une histoire de dinosaures perdus dans la jungle, et qui a été fortement inspiré par cette histoire, et qui inspira d'ailleurs plus tard le célèbre Jurassic Park. Mais ça a également permis la création de très nombreux personnages, comme Indiana Jones, Alan Quatermain ou encore Bob Moran. On retrouve des références à cet explorateur dans Tintin, plus précisément dans l'album L'Oreille cassée, et évidemment on peut également citer le très récent film de James Gray, The Lost City of Z. Mais je dois avouer que ma référence préférée est celle que fait Don Rosa dans la bande dessinée Les 7 Fantastiques Caballeros-4, où Donald et ses amis se lancent à la recherche de mythiques mines en suivant les traces du colonel Fawcett. Vous l'aurez constaté, cet homme et son expédition sont à l'origine d'un nombre incroyable de personnages et d'histoires qui donneront plus tard la fameuse représentation de l'archéologue explorateur que l'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas réellement un archéologue au sens actuel du terme, mais pour trouver des vestiges anciens, il y allait se perdre jusque dans la plus profonde des jungles. Peu importe que l'on apprécie ou pas le personnage, il fait partie de l'imaginaire et de l'histoire de l'archéologie. J'espère que cette petite histoire vous aura intéressé. Les sources sur ce sujet sont très souvent contradictoires et à prendre avec des pincettes, donc tout ce que j'ai dit ici est à relativiser. Vous trouverez néanmoins toutes mes sources en description comme d'habitude. Ce type de vidéo ne va absolument pas s'imposer sur la chaîne, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent pour les fêtes, et quelque chose qui me prendrait un petit peu moins de temps. En réalité, ça a tout de même pris un très long moment, puisqu'il a fallu que je me documente pendant de longues heures à travers des anciens articles de presse. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire et surtout à me corriger si j'ai dit des bêtises, parce que c'est tout à fait possible étant donné à quel point c'est difficile de se documenter sur le sujet. Vous pouvez également rejoindre le Discord si vous voulez qu'on discute. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et n'oubliez pas comme d'habitude de creuser la question. Creusons, enlevons toute cette terre. Il y a tant à trouver, tant de mystères. Qui se serait douté que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur notre